Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Hier, au lendemain de l'attaque d'Annecy, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus au chevet des victimes qui sont des enfants de 22 mois à 3 ans qui sont à l'hôpital. Leur état de santé s'améliore peu à peu. Cette visite du chef de l'État, c'est le signe que c'est un drame qui touche toute la nation? Bah oui, bien évidemment. Je veux dire, tout le monde au moment où moi j'étais à l'Assemblée nationale, quand on l'a appris. Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant et émouvant que le fait de toucher des jeunes enfants comme ça, qui j'imagine, je n'imagine même pas en réalité, les mamans qui les protègent, tout d'un coup où l'horreur arrive là où il ne devrait pas arriver, dans un jardin d'enfants. Donc bien évidemment, oui. C'est la nation entière, et y compris l'Assemblée nationale. Vous dites que vous y étiez, qui immédiatement a c'est Mathilde Panot qui est intervenue la première, parce qu'il se trouvait qu'elle devait intervenir, et puis évidemment on a fait une minute de silence. Enfin, tout ça est logique et normal. L'exécutif explique que c'est le temps de la nation, que le temps des explications, des questions viendra plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah, bien évidemment. Et d'ailleurs, certains auraient mieux fait de s'appliquer ça comme consigne tout de suite. Qui ? Bah, écoutez, vous avez entendu comme moi des réactions à droite et à l'extrême droite, assez rapides. La droite, l'extrême droite pointe du doigt la politique migratoire de la France. Ils ont fait pour expliquer au début, il y a même eu. On a expliqué que c'était pas hasard s'il était habillé en vert, parce que bien évidemment, ça c'est Olivier Marleix, président. Ça a été de penser que ça pouvait être un musulman, républicain, qui s'est trompé. L'idée, voilà, et que donc on était face, on avait presque. Je précise que donc il n'était pas habillé en vert, mais bien sûr, que ça n'est pas un musulman, mais un réfugié syrien qui se présente comme un chrétien. D'ailleurs, on devrait tous s'en féliciter, parce que s'il s'était s'agit d'un acte terroriste comme nous l'avons vécu, islamiste, vous voulez dire, voilà, comme nous l'avons vécu vis-à-vis que ça soit Charlie, que ça soit Samuel Paty et autres, on aurait pu craindre une succession d'actes de ce type. Donc on devrait tous se féliciter que ça soit pas le cas, au lieu de tout de suite en tirer cette conclusion. Bien. Et puis après l'immigration, bon, on voit bien que, tout ça est indécent. Tout ça est indécent. Essentialiser un geste de ce type-là. D'accord. Alors en plus, il s'avère qu'il était tout à fait légalement en France. Ça a été redit, y compris par Monsieur Darmanin. Essentialiser un geste qui pourrait lui signifier que les migrants sont des personnes qui passent plus facilement à l'acte, ce type d'acte, et c'est une nouvelle façon de fustiger les étrangers et de faire peur à la nation de cette manière-là. C'est comme si, moi je vous disais, vous vous rappelez ce sans-papier qui avait grimpé 4 étages pour aller sauver, je crois que c'était un jeune bébé, je crois, ou cet autre qui était intervenu à l'épicerie Karcher. C'est comme si je vous disais, ça montre que tous les immigrants, par nature, font des actes héroïques de ce type. Bon, dire que parce que vous êtes réfugié, parce que vous êtes étranger, etc., vous pouvez commettre des actes manifestement peut-être de folie. On va voir quelle est l'enquête. Je veux dire, tout ça est une manière indécente d'utiliser ça. On ferait mieux de s'intéresser à un autre sujet. S'il y a bien un sujet qui est sur la table, c'est le problème de la santé psychique en France, et notamment la santé psychique pour toutes les personnes qui se retrouvent par exemple sans domicile et autres. Il y a 60% des 60 à 70 000 personnes en Île-de-France, c'est pas moi qui le dis, c'est Norbert Skurny, qui est président de l'intersyndicale de défense de la psychiatrie publique, qui faute d'accueil, on peut considérer comme ayant des problèmes de santé mentaux et qui ne sont pas. Ça fait 35 à 40 000 personnes en Île-de-France. C'est marrant parce que, c'est pas marrant, c'est étonnant parce que dans les Échos, le jour même de cette horreur, on apprenait qu'à Bruxelles s'inquiétait sur la question de la santé mentale, du coût de la santé mentale, 4% du PIB, de manière globale. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire qu'il faudrait mieux suivre. Il faudrait. Ce que je veux dire déjà, c'est qu'il faudrait qu'on arrête que la santé mentale, la psychiatrie soit le parent pauvre de la santé tout court dans tous les pays européens, notamment en France. C'est absolument. Mais tout le monde le sait. C'est là où on ferme le plus de lits d'hôpitaux. C'est là où il y a le moins de suivi. Donc déjà, c'est la première chose. Et bien évidemment, j'en viens à votre question. Il se trouve, mais pour des raisons que chacun comprendra, c'est que plus vous êtes dans une situation de fragilité, plus vous êtes dans une situation où vous avez vécu des traumatismes, et très certainement, ce Syrien d'origine chrétienne, il est arrivé en 2013 s'il est réfugié, c'est qu'il a vécu des traumatismes. Et son acte est survenu 4 jours après le refus de vivre sa demande ce type d'événement, et donc plus on devrait prévenir, anticiper.
c'est de manière globale. Donc s'il y avait au moins une chose à dire, c'est celle-là. Voilà. Mais rien d'autre, je vous en prie, rien d'autre. Pour l'instant, une enquête est en cours. La procureure d'Annecy n'a pas exclu un acte insensé. Mais est-ce que vous jugez que ces réactions politiques dont on parlait alimentent un climat délétère en ce moment? On a vu une manifestation d'extrême droite juste après l'attaque. Je pense qu'il y a un lien, oui. Oui, je pense qu'il y a un lien, malheureusement, entre des responsables politiques qui croient bon de pointer du doigt l'immigration, et là même en plus des demandeurs d'asile, des réfugiés, et puis des gens qui passent aux actes, des groupes d'ultra-droite, néo-nazis, fascistes, qui passent aux actes de manière de plus en plus décontractée depuis quelque temps, visage découvert, avec des slogans racistes, des slogans nazis, des slogans fascistes. Là, j'ai vu que la nouvelle maire de Saint-Brévin, un groupuscule est venu, non pas à Saint-Brévin, parce que c'est même pas des gens de la ville. Il faut que je précise, Saint-Brévin, c'est la commune dont le maire a installé un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui a suscité des manifestations de l'extrême droite et c'est allé jusqu'à l'incendie de sa maison. Il a donc démissionné. Hier, c'était l'élection de sa remplaçante, en l'occurrence sa première adjointe. Absolument. Et élection qui a été perturbée effectivement par des militants de l'extrême droite. Des gens venus d'Angers, Tours, c'était pas des gens de Saint-Brévin. Mais donc, moi, ça m'inquiète parce que chacun sait que dans des périodes comme nous vivons, c'est-à-dire où vous avez un parti extrême droite qui quand même est très fort en France, donc avec une idéologie très forte, où malheureusement vous avez cette idéologie qui imprègne largement le personnel politique et le gouvernement, jusqu'au gouvernement. Quand Darmanin dit à Madame Le Pen sur l'islam, vous êtes modéré, je sais plus. Vous êtes trop molle. Voilà, vous êtes trop molle. On voit bien qu'il y a une espèce d'extrême droitisation idéologique du champ politique et que après, eh bien, dans la rue, ça peut prendre des formes et ça prend de plus en plus des formes ultra-violente. Et donc, moi, ça m'inquiète. Voilà, le drame Éric Coquerel, il intervient au moment où devait commencer en France le débat sur le projet de loi immigration. Pour vous, je voudrais juste dire quelque chose. Juste ce projet de loi, ça veut dire qu'il faudrait le mettre de côté pour l'instant, en attendant que l'émotion redescende. Il faudrait... Bah oui, je vois même pas à quoi va servir. C'est pas le bon moment pour en parler. Non, je termine juste sur l'ultra-droite. Il y a 2 ans de ça, avec d'autres, j'ai initié une grande marche contre l'extrême droite. Et contre l'extrême droitisation, je pense qu'il serait avec les syndicats, les associations, où pour le coup on met de côté nos différences et puis nos différences de moyens d'action. Je pense qu'il faudrait recommencer ça. Voilà, je crois vraiment que c'est nécessaire. Je fais un peu un appel à ça. Je crois qu'il faut relancer une manifestation. Il faut qu'on soit des centaines de milliers à dire qu'on ne veut pas de ça. Voilà, quelque part nos passaranes pour aller vite et que c'est devenu insupportable. Je vous réponds à votre question. Oui, je pense que cette loi ne sert à rien. Il faut la mettre entre parenthèses. Si elle sert, non, elle sert uniquement justement à avoir ce genre de réaction, c'est-à-dire à mettre une fois de plus sur la table l'idée que l'immigration serait le problème majeur de ce pays et que notre pays souffrirait de problèmes économiques, sociaux, de sécurité, etc. à cause de l'immigration, ce qui est totalement faux. On va refaire une loi, j'avais le chiffre, c'est pas très grave, mais du nombre de lois qui est depuis, il y en a eu 21, je crois, 21 depuis, 21 lois depuis, et 11 circulaires depuis 90. On fait même pas le bilan de chaque loi après. Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça n'a pas amené? Alors que nous avons le problème majeur de ce pays par rapport à l'immigration, qui de toute façon, c'est pas qu'on soit pour ou contre, c'est qu'on sait très bien, et la France est loin d'en prendre la part la plus importante. L'immigration en France a augmenté 36% depuis 2000. C'est la moyenne en Europe, c'est de 60% dans la part de la population. Bon, donc on est loin d'être le pays qui est submergé. Etc. Mais il y a quand même un sujet. Mais le sujet, c'est qu'il y a de plus en plus de raisons pour lesquelles des gens partent de leur pays. Il y avait des questions d'asile, et demain, il y aura de les guerre et autres. Il y aura la question climatique. De toute façon, cette question-là, elle nous est posée. Et il est illusoire de penser que on va la résoudre en fermant nos frontières. Fermer nos frontières, ça fait que la Méditerranée est le plus grand cimetière maritime de tous les temps. Il faut mieux accueillir. Il faut mieux accueillir. Il faut se donner les moyens d'accueillir. Le problème que nous avons, par exemple, moi je le vois en Île-de-France, c'est pas tant la question de l'immigration comme problème, c'est le problème de l'accueil. On n'a même pas, à Paris, nous n'avons même pas de centre d'accueil digne de ce nom, comme certaines grandes capitales européennes, quand je dis Paris, c'est l'Île-de-France, qui est capable d'abord de traiter la situation des gens d'un point de vue administratif, d'un point de vue de logement, d'un point de vue de la santé, etc., et qui puisse après, sur lesquels on puisse réfléchir. Et je pense qu'on ferait mieux d'admettre que cette question est posée, et de là réfléchir à une politique de l'immigration, y compris de répartition sur le territoire, mais bien différemment de celle qui se fait aujourd'hui. Président de la Commission des Finances à l'Assemblée, on va parler dans un instant de la proposition de loi avortée, Lyotte, qui visait à abroger la réforme des retraites. D'abord le fil info à 9h-20 avec Diane Ferchit.
Des fumées noires visibles jusqu'à 10 km alentour. L'incendie d'un entrepôt de Bobigny en Seine-Saint-Denis est à présent maîtrisé. 200 pompiers ont été mobilisés. Ils assurent que la toxicité des fumées reste sous les seuils d'alerte. L'état des 4 enfants blessés lors de l'attaque au couteau jeudi matin à Annecy s'améliore. Les nouvelles sont positives selon Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place hier. Leur agresseur, lui, n'a toujours pas pu être auditionné par les enquêteurs alors que sa garde à vue s'achève ce matin. Le vidéaste d'extrême droite Papacito, sanctionné par YouTube, sa chaîne est clôturée après une vidéo dans laquelle il s'en est pris à un élu, le maire sans étiquette de Montjoint dans le Tarn-et-Garonne. L'élu Christian Urgal a reçu des menaces de mort après cette vidéo. Il est sous protection policière. La finale dame du tournoi de tennis de Roland-Garros, la tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek, affronte la Tchèque Karolina Mukova, dont c'est la première finale porte d'Auteuil. Début de la rencontre à 15h. Et chez les hommes, c'est le Norvégien Casper Ruud qui fera face à Novak Djokovic. Demain, le Serbe vise un 23e titre de Grand Chelem. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurin Sénéchal. Toujours avec Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des finances à l'Assemblée. Vous n'avez pas pu voter l'abrogation de la réforme des retraites. Hier soir, la NUPES a donc déposé une motion de censure. Elle sera examinée quand d'abord ? Lundi, a priori. Lundi, a priori, d'accord, très bien. Une nouvelle motion de censure, c'est devenu systématique. Cette fois, ce sera sans Lyotte. Et Lyotte qui dit que ça pourrait finalement être contre-productif, rendre service au gouvernement parce qu'elle a peu de chances de passer. Ouais. Ce qui est devenu systématique, c'est qu'on puisse pas voter à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même l'essence d'un Parlement. Voilà. Ça a été vrai sur le budget. On n'a pas voté un seul budget, seul budget. Ça a été vrai sur la réforme des retraites, quand même une réforme d'ampleur. Et là, maintenant, c'est vrai sur cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est ça le problème. Si on fait une motion de censure, là, je vais vous dire, c'est que on sait que, a priori, on aura un résultat un peu moins bon que la dernière fois, puisque à 9 voix près, le gouvernement tombait. Et donc, ça sert à quoi? Eh bien, ne pas laisser passer ce qui s'est passé. Voilà. Ça marque le coup. Oui, ça marque le coup, parce que là, on est en train d'atteindre une limite, des lignes rouges franchies les unes après les autres, voilà, avec une dérive qui, à mon avis, s'en prend à la démocratie parlementaire de manière gravissime. Voilà, on a eu, je vous le rappelle, l'utilisation du 47.1. Le 47.1, c'était utiliser un projet de loi de finances de la sécurité sociale pour accélérer, voire ne pas voter, d'accord, alors que normalement c'est fait pour aménager les budgets de l'année. Là, c'est fait pour reculer l'âge de la retraite de 2 ans. Ensuite, on a eu le 49.3. Et puis là, maintenant, on a l'article 40 qui est utilisé pour ça. Bon, c'est pas acceptable. Il n'y a pas un parlement en Europe qui ne nous regarde pas avec des yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Attendez, Éric Coquerel, vous avez eu l'occasion de voter sur l'article 7, c'est l'article qui reportait l'âge à 64 ans, et vous avez fait de l'obstruction contre le vœu des syndicats, notamment. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. On n'a pas eu l'occasion de voter sur l'article 7. Nous n'aurions pas voté sur l'article 7. Ça a ralenti les débats, l'obstruction. Mais c'est pas oui, mais non, attendez. Jean-Luc Mélenchon a même appelé à cette époque à ne pas voter cet article parce qu'il y avait un risque de perdre. Je remets les choses sur la table, d'accord ? Le gouvernement a utilisé une façon de faire passer les débats en 20 jours à l'Assemblée, 9 jours ouvrables. 9 jours ouvrables pour une réforme d'ampleur. Oui, mais ce sont vos amendements qui ont empêché le vote la première fois. Non, le vote n'aurait pas eu lieu. Et la Macronie le savait très bien, puisque, par exemple, sur l'article 7, non, il n'aurait pas eu lieu sur les amendements. En 9 jours, vous ne passez pas. Éric Coquerel, le PC a retiré ces articles. C'est fait d'ailleurs vilipender par Jean-Luc Mélenchon qui disait pourquoi est-ce qu'on va au vote, on va perdre. Et ce sont vos... Vous savez que le droit d'amendement est constitutionnel. Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que vous avez vu déjà à l'Assemblée nationale des lois qui cassent à ce point-là notre modèle social, passer sans aucun amendement? Vous regrettez pas de ne pas avoir voté, de ne pas avoir vous inversez les choses. Au nom du fait que le gouvernement avait décidé d'utiliser un outil législatif qui lui permettait de passer tout ça en modèle réduit, plus éventuellement de le passer par ordonnance, plus éventuellement ce qu'ils ont fait de le faire en 49.3, eh bien, au nom de ça, il aurait fallu ne pas poser des amendements. Donc c'est pas de votre faute. Bien évidemment. C'est ceux qui utilisent cet outil. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le Sénat, je vous ferai remarquer qu'au niveau du Sénat, on nous a dit, mais là, au Sénat, l'opposition va être convenable, c'est ce que disait le gouvernement. Et bilan, comme au Sénat, c'est pareil, quand même, les opposants ont voulu s'opposer, il a fallu qu'ils utilisent une autre forme de raccourcissement des débats. Donc ceux qui n'ont pas voulu que l'on débatte, ceux qui n'ont pas voulu que l'on vote et qui finalement à la fin ont utilisé le 49.3 pour une simple raison, c'est qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale et qui passent en force depuis un an, c'est le gouvernement, n'inversons pas les choses. Éric Coquerel, même Laurent Berger dit que le match est en train de se terminer et qu'il ne faut pas mentir aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas tourner la page et est-ce que vous êtes en train de mentir en disant qu'on peut revenir encore sur les 64 ans ?
On ne ment pas quand on dit que quand nous gouvernerons ce pays, on va abroger cette réforme et on va même essayer de revenir à la retraite à 60 ans. La gauche n'a jamais fait. C'est ce qu'on a fait. Personne n'a jamais fait de revenir sur... nous le ferons, parce que vous a peut-être pas échappé une chose, mais depuis la NUPES, on a une gauche qui à nouveau est unie, mais sur un problème de rupture. Sur les 60 ans, tout le monde n'est pas d'accord à gauche. Carole Delga, la socialiste, dit que c'est un mensonge de parler de 60 ans. Et Carole Delga, vous avez vu d'ailleurs, représente la majorité du Parti socialiste. Vous savez que la NUPES n'est pas d'accord. Est-ce qu'elle représente la majorité du Parti socialiste ? En l'occurrence, c'était un... Et Carole Delga, on va dire ce que défend Carole Delga en termes de idéologique à gauche, ça a fait 1,75% avec Madame Hidalgo au présidentiel. Donc moi, je regarde je regarde les discussions que nous avons avec les socialistes en face de nous, et notamment le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ça vous intéresse pas ce rassemblement nous avons entre Carole Delga, Bernard Cazeneuve, qui explique que nous reviendrons. Ouais. Non, je ne parle pas avec le passé. Je pense que tout ça ne représente un sujet que dans les médias. Important voilà. Au sein de la crois gauche. Que non, parce que ce n'est pas aujourd'hui, et fort heureusement, parce que ça a amené non seulement l'affaiblissement de la gauche depuis des années, ça nous a amené aussi Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il était ministre de M. Hollande, et ça a même amené, à mon avis, mais c'est pas mes affaires prioritaires, mais ça a amené aussi l'affaiblissement du Parti socialiste. Moi, j'ai l'impression que le Parti socialiste se porte mieux depuis qu'il est revenu sur une ligne avec la NUPES, qui est une ligne qui est inhérente à la gauche, c'est-à-dire combattre un système aujourd'hui injuste, inégalitaire, productiviste. Ils ont leur place au sein de la NUPES, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Carole Delga, qui donc se réunissent aujourd'hui pour lancer un mouvement social-démocrate. La question se pose pas. Ils estiment que la NUPES est un problème fondamental parce qu'en réalité, et c'est vrai, ça interroge leur bilan qui a pendant de plusieurs années, qui a été de s'adapter totalement au système et finalement d'amener la gauche là où elle était à la fin du mandat de M. Hollande. Donc, ils n'en veulent pas. On va pas, je trouve que c'est un sujet qui est assez étonnant. Encore une fois, si on avait suivi leur ligne, aujourd'hui, le Parti socialiste n'aurait pas de groupe à l'Assemblée nationale, les Europe Écologie n'en auraient pas, et certainement le Parti communiste n'en aurait pas. Donc, heureusement qu'on a fait une unité sur un problème de rupture, et nous allons continuer à le faire. Et d'ailleurs, je reviens à votre question, ce que nous avons le serment que nous avons, ça a été sous forme de serment un peu symbolique, à la fin de cet épisode, c'est-à-dire revenir à la retraite à 60 ans, se donner ça comme objectif, montre bien que la page ouverte par la NUPES aux législatives va continuer, et j'espère jusqu'en 2027, parce que c'est la garantie, c'est même la seule garantie pour que nous puissions gagner les élections face à la fois à l'ultralibéralisme, de plus en plus droitier, et puis face à l'extrême droite. Merci Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des finances à l'Assemblée, invité du 8-30.